tous, je m'appelle Benoît Parzi et je suis ingé pour l'aviation civile. Je fais en sorte que les avions ne fassent pas des bisous entre eux, donc c'est mon boulot. Et puis sinon, ce que j'aime bien faire, c'est faire des petits robots avec des Lego, parce que j'aime pas toute la partie construction mécanique. Donc en fait, les Lego me servent à créer directement mes châssis sans avoir à me consacrer à usiner de l'aluminium, des choses comme ça. Je trouve ça vachement intéressant de pouvoir faire du développement rapide grâce aux pièces de Lego. Et puis en général, c'est suffisamment solide, une fois qu'on a compris les quelques petites subtilités des emboîtements Lego, c'est suffisamment solide pour pouvoir déjà au moins créer la proof of concept, s'apercevoir que ça fonctionne. Ouf. Alors, je savais pas trop comment gérer ce workshop, si je jetais tous les Lego et puis on allait tous bidouiller. Puis je me suis dit qu'en fait, ce serait peut-être intéressant de commencer par essayer de développer une sorte de connaissance commune autour de qu'est-ce qu'un robot, comment on construit un robot, quels sont les types de base de cerveau quels sont les types de cerveau qu'on peut implémenter dans des robots. Et puis après, essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut adapter en fait les Lego à une pratique ou un besoin particulier quand on veut faire un projet. Et puis après, je vais essayer de vous montrer un petit peu les différents capteurs, les façons d'interagir avec et de programmer la brique Lego, la fameuse brique Next, qui est au centre du petit robot marcheur là. Ce robot étant l'emblème en fait du kit de Lego qu'on appelle Mindstorm. Et c'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'il est très très dur à faire marcher. C'est l'un des robots les plus inefficients que Lego ait jamais sorti. Mais il est tellement beau et réussi visuellement qu'en fait, voilà, c'est un peu l'emblème de la communauté. J'ai moi-même essayé de le construire, mais en fait tout ce que j'ai réussi à lui faire, c'est du hula hoop. Il n'a jamais réussi à marcher comme ça. Et en fait, le seul truc, c'était qu'il arrivait à bouger sur ses hanches et il faisait du hula hoop. Donc voilà. Peut-être que si vous venez la semaine prochaine, on le reconstruira ensemble et on essaiera de le faire marcher. J'ai trouvé sur internet là, dernièrement des ressources pour essayer de le faire marcher, donc ça pourrait être assez intéressant. Donc pourquoi se poser la question, pourquoi aller farfouiller du côté de la robotique? En fait, Lego s'est dit que la robotique c'était un vecteur assez intéressant d'apprentissage des concepts STEM, ce que les anglo-saxons ont nommé STEM, c'est-à-dire la science, la technologie, l'engineering et les maths. Et à ce titre, les Lego Mindstorm en fait sont utilisés par énormément d'universités, des lycées professionnels, des écoles jusqu'au CM1, CM2, puisqu'ils ont créé des concours en fait pour les classes de CM1, CM2. Ils ont développé toute une gamme de produits et ils ont rajouté après une gamme pour les universités avec un petit peu plus de choses sérieuses comme des rails qui sont au même espacement avec les mêmes trous que les Lego, mais en aluminium, des choses un petit peu plus standards dans la robotique. Et ils ont développé énormément de ressources pédagogiques avec des cours du collège jusqu'à la fac. Donc carrément on peut étudier les maths, la technologie, l'ingénierie et les sciences directement avec le Mindstorm en allant au fur et à mesure, en progressant le long des ressources. Alors, construire un robot. En fait, un robot, c'est ni plus ni moins qu'un petit bonhomme. Enfin, on le perçoit souvent comme ça. On habite les robots avec nos petits fantasmes
d'enfants, on se balade dans un environnement et puis on fait des observations directes dans cet environnement. Et ces observations, elles sont basées en fait sur ce que vous en savez. Donc vous avez déjà des connaissances a priori et des choses que vous voulez y faire. Donc c'est un but que vous vous donnez, ou c'est pareil pour le robot. Et les conjectures que vous formulez sur cet environnement, donc vous faites des postulats qui sont tirés de vos observations, résultent des perceptions et d'une mise en contexte. C'est-à-dire que cette table, là, c'est quoi? C'est un plan avec différents pieds, et elle va avoir la table Ikea, cette petite table-là, c'est toujours un plan avec 4 pieds, mais selon le contexte, en fait, ce plan et ces 4 pieds, ça pourrait être ce plan et ces 4 pieds, ça pourrait être un tabouret. Donc en fait, une observation pure, donc j'ai un plan avec 4 pieds, ça ne veut rien dire si on n'est pas capable de le mettre en contexte. Donc on explore cet environnement en déplaçant notre point de vue en fonction des perspectives de ce qui nous entoure. Et le robot, il fait exactement la même chose. Le robot, il va essayer de percevoir son environnement. Il a lui-même son propre set de connaissances. Il va avoir lui-même ses conjectures. Donc il va postuler que ça c'est ça, ça c'est ça, ça je dois l'éviter, ça. Ici il y a un trou, il ne faut pas que j'aille par là parce que sinon je vais me casser les lunettes. Donc en fait, quand on se déplace dans un environnement, on fait exactement la même chose qu'un robot. Et inversement, le robot fait exactement la même chose que nous. Et on partage cet environnement, là tous, on le partage parce qu'on peut se voir dans cet environnement. Et c'est la même chose pour le robot. Donc on a une compréhension commune de cet environnement. Et le robot, il voudra partager aussi cet environnement commun. Le seul truc, c'est que en général, il est beaucoup plus bête que nous. Donc on essaye de lui rajouter de l'intelligence et on va le programmer. Je reviens en arrière. Donc construire un robot, c'est une approche puissante pour apprendre et comprendre les relations intimes entre la pensée et l'action. Dans ce sens où, quand on veut obtenir quelque chose ou quand on se donne un but, il va falloir qu'on agisse. En général, ça ne tombe pas tout cuit. Et ce qui est intéressant quand on fait de la robotique, c'est qu'on va devoir travailler à travers des algorithmes qui sont explicites. Si j'ai telle condition, si j'ai telle condition, si j'ai telle condition, alors je me trouve dans telle situation et il faudrait mieux que je fasse telle action. Et on a des représentations de comportements qui vont décrire en fait des interactions entre les capteurs, donc comment je vois le monde, et les actionneurs, c'est comment j'agis dans ce monde. La conception du comportement du robot, elle contraint ou elle induit la structure physique de ce robot. Si je veux un robot qui soit capable de se débrouiller dans un labyrinthe et que ce labyrinthe au maximum accepte un mobile de 30 cm², de 130 cm par 30 cm, si je fais une base de 40, je ne pourrais même pas le rentrer dans le labyrinthe. Donc il faut que j'adapte la structure physique du robot à la tâche et au comportement que je veux qu'il ait à un moment donné dans un environnement donné. Et ce châssis, en retour, contraint les performances du robot et les types de comportements qu'il est capable d'adopter. Forcément, un robot qui a 4 roues et qui n'a pas de pattes ne va pas pouvoir marcher. Ça a l'air idiot comme ça, mais souvent, on surestime la capacité du robot qu'on a construit à s'en sortir tout seul. Or, le robot, par définition, il ne s'en sort pas tout seul. Le programme du robot définit sa logique propre et fait le lien donc entre sa structure physique et ses comportements. La dualité corps-esprit. Je ne sais pas si c'est ce que vous attendiez beaucoup. Je fais un peu de philosophie, mais après ça va devenir un peu plus terre à terre, ne vous inquiétez pas. La perception.
Comment pouvons-nous récupérer les données sous la forme de stimuli? Souvent, c'est des détections de changement. On détecte le changement de place, on détecte le passage de quelqu'un devant un capteur, le changement en fait entre ouvert et fermé sur une porte. Enfin, toutes ces choses-là sont des détections de changement. La cognition, c'est le fait d'interpréter des données brutes et d'en faire de l'information, au sens où il y a un contexte et du sens. Et l'action, c'est le fait de relier l'information au monde qui nous entoure, ce qui nous permet de dresser un plan et de tester nos hypothèses sur le monde et sur ce qu'on veut y faire. Et on va pouvoir donc manipuler les conditions du monde environnant. Si on se déplace dans un labyrinthe, on va changer de point de vue. Si les résultats escomptés sont différents de ceux qui sont observés, c'est-à-dire on voulait aller par là, mais en fait non, on se balade par là, à ce moment-là, on modifie notre plan. Décidément. Alors, un robot autonome a besoin d'un cerveau, ce que j'ai appelé la cognition. D'autant plus s'il est mobile. Savoir avancer, reculer, tourner, saisir ne sert pas à grand-chose sans un système capable de coordonner tous ces mouvements dans un but. Le but étant plus ou moins précis. On peut aller de l'exploration d'un environnement, c'est-à-dire ce que les Américains appellent wandering, c'est se balader. C'est un peu ce que fait les robots qui avalent la poussière tout seuls. Vous voyez, ils se baladent de façon complètement aléatoire et ils considèrent qu'au bout d'un temps donné, ils ont balayé une surface suffisante de l'appartement pour qu'il soit considéré comme propre. Et il y a des moments, il y a des endroits qu'il n'aura pas explorés. Donc en fait, il y a, c'est pour ça que je vous parlais de plus ou moins précis, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va laisser de côté parce qu'on ne sera pas capable d'aller jusqu'au bout du nettoyage de la moquette ou du parquet dans ce cas-là. À la recherche de victimes enfouies sous des décombres. C'est principalement des robots qui sont là pour remplacer les hommes quand on se retrouve dans des situations dangereuses. Donc on a l'exploration de tunnels ou de tuyaux dans des centrales radioactives, enfin dans des centrales nucléaires. Donc à ce moment-là, il vaut mieux mettre un robot plutôt qu'un bonhomme. Dans des endroits qui se sont écroulés, il vaut mieux mettre aussi un robot qu'un bonhomme. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut gérer. Et l'histoire de la robotique, entre guillemets classique, fait état de 3 axes de réflexion successives. La vieille école, détecter, planifier, agir, ou SPA. C'est ce qu'on fait tous, c'est-à-dire on détecte, on planifie, on agit de façon séquentielle. Après, il y en a qui se sont posé des questions sur la pertinence en fait de séquencer et en essayant de paralléliser. Et ils ont fait des tâches concurrentes, on verra comment. Et il y a une école qui a voulu en fait créer quelque chose d'hybride entre ces deux trucs, enfin ces deux approches bien particulières, et ils ont créé une architecture en 3 couches. Ça, c'est la robotique classique. Et puis après, dans un âge un peu plus récent, on s'est dit qu'on ferait bien d'apprendre à apprendre aux machines. Donc le principe, c'est l'apprentissage. Et puis on s'est dit, un robot c'est bien, mais si on en mettait plusieurs et qu'on les ait travaillés ensemble, on pourrait peut-être maximiser notre capacité à obtenir ce qu'on veut. Donc il y a aussi tout ce qu'on a appelé les multi-agents. Donc la gestion en fait de plusieurs robots sur le même environnement et leur interaction entre l'environnement et l'esprit global en fait qui se dégage des robots en commun. Le SPA, c'est quoi? C'est de faire toutes les étapes de façon séquentielle. Donc on fait quoi? On planifie une action par rapport à la perception et on modélise
Donc on trouve des modèles, on planifie, on exécute et on contrôle. Les capteurs sont en entrée et les actionneurs en sortie. Toutes les tâches sont connues à chaque niveau et affectent le résultat de chaque itération. Le gros problème de ça, c'est que en fait, SPA c'est très lent. Et c'est tellement lent que l'environnement qui bouge autour, qui va évoluer, évolue plus vite que le système n'est capable de le prendre en compte. Et donc en fait on a un robot qui plus il va avancer dans la progression vers sa tâche, plus il va se désolidariser en fait de la façon dont il faudrait qu'il la fasse. Et petit à petit il va dériver. On se retrouve en fait avec un robot qui fait pas, qui n'est plus efficace. Et donc il devient incertain, le comportement du robot devient incertain et imprévisible. L'avantage de ce système, c'est quand même qu'on a une grosse facilité à comprendre comment il fonctionne. Puisqu'il fait ça, puis après il passe à ça, puis après il passe à ça, puis après il passe à ça. Le fait que ce soit bien séquentiel nous permet de bien comprendre comment il fonctionne. Après, on s'est tourné, enfin, un chercheur qui s'appelle Brooks, s'est tourné vers ce qu'on a appelé la subsumption. C'est, j'aurais dû trouver le. Tu connais le terme en français? Je sais pas, j'ai pas trouvé le terme en français direct. Le principe, en fait, c'est de créer des comportements. C'est-à-dire qu'on ne fait plus des tâches qui se sérialisent, qui se donnent en fait au fur et à mesure, mais on va mettre des comportements, on va travailler sur des comportements qui vont se hiérarchiser. On va dire, bah, celui-là, il va prendre la main plus facilement que celui-là. Sauf si celui-là n'a rien à faire, à ce moment-là, ce sera l'autre qui prendra. Et en fait, on va hiérarchiser directement les comportements et on va trouver un principe d'arbitre qui va dire bah, c'est toi qui as accès au moteur, c'est toi qui as accès au... Et tout le monde en fait reçoit les capteurs. Donc, tout le monde reçoit les capteurs, les comportements computent leur truc, j'ai quelque chose à faire, j'ai rien à faire. Et le plus prioritaire qui a quelque chose à faire prend la main. Alors c'est assez intéressant. Voilà, c'est assez intéressant parce que on est beaucoup plus réactif. Puisque les capteurs, en fait, irriguent systématiquement toutes les tâches, tous les comportements qui nous intéressent. On n'est plus dépassé par les événements. Puisque les événements, en fait, irriguent directement les comportements qui nous intéressent. Donc gérer les objectifs, planifier les tâches, cartographier, explorer, se balader, éviter les obstacles. Et puis, il y a l'arbitre qui va donner la priorité à une tâche par rapport aux autres. Et donc, l'accès aux actionneurs. Et la boucle reboucle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les capteurs sont distribués de façon parallèle. Alors, les avantages, c'est que comme c'est de conception modulaire, on peut parfaitement construire une couche, la tester, la valider, puis après reconstruire la couche prioritaire suivante, la tester, la valider, valider l'interaction entre les deux et reconstruire encore. Donc en fait, c'est une architecture massivement parallèle. Et elle le fait de façon intuitive. Une couche, un module. On peut développer un comportement, l'inhiber très facilement, développer un autre comportement, dériver un comportement d'un autre comportement. Bref, c'est très intéressant. Mais, ouais. Plus t'as de couches, plus ça devient compliqué à décider qui a la priorité sur l'autre. Bah après, c'est le design. C'est toi qui design. Alors, en fait, tu crées un système avec l'arbitre qui donne le choix, enfin qui donne
le bâton de maréchal a la tâche qui est la plus prioritaire dans ta façon d'arbitrer. En fait, d'accord, mais donc plus tu as de couches, plus l'arbitrage est compliqué à plus tu as de couches, plus l'arbitrage en fait est fin. Voilà. Plus tu dois être fin dans ton arbitrage. Ça conduit à des comportements qui sont émergents, c'est-à-dire qu'on n'a pas designé de prime abord. Et c'est là où ça rejoint ce que tu me dis. Et c'est intéressant parce que souvent c'est utile. C'est-à-dire que comme on va converger, on a une idée du comportement du robot, on va lui donner des comportements qui vont dans ce sens-là. Et plus on va avoir apporté de comportements, plus les comportements vont être complexes, et plus on a de chances de voir un comportement émergent arriver dans le fonctionnement de la machine. Et l'intelligence du système réside entièrement dans l'arbitre. J'ai mis planificateur, je me suis trompé, c'est un copier-coller fort. Excusez-moi. Les inconvénients, en fait, il n'y a aucune répétitivité. Il suffit qu'il y ait un élément dans l'environnement qui change et l'ensemble des tâches vont recevoir ce changement dans l'environnement. Et donc, en fait, on ne pourra pas être sûr de la répétitivité du comportement. Quand bien même un comportement émergent aurait été intéressant. On ne saura pas s'assurer de sa répétitivité. Donc c'est pas satisfaisant. C'est intéressant, mais c'est pas satisfaisant. Et il y a des chercheurs qui se sont dit, mais on a un traitement intéressant d'un côté, qu'on peut maîtriser, on a des comportements émergents de l'autre, c'est dommage de ne pas arriver à les combiner. Donc ils se sont dit, on va créer une interface, enfin une architecture hybride. C'est toujours le même, hein. C'est toujours Brooks qui va trouver le démarrage. C'est pas lui qui va le développer jusqu'au bout, mais il va donner les pistes en fait pour que les autres puissent travailler. Et ils ont imaginé une architecture sur les bases, en fait, les bases d'interfaces asynchrones qui vont être nécessaires entre les différentes couches. Ils se sont aperçus qu'il faudrait des couches. Il va falloir des modèles de traitement qui doivent être différents, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va s'occuper des réflexes, un petit peu comme notre cerveau reptilien s'occupe de nous faire respirer, et on n'a aucune conscience d'avoir une respiration de base, ou un battement de cœur de base. On va avoir aussi des modèles de traitement qui vont avoir une échelle de temps qui va être différente. Il y en a une qui va se dire, dans 5 minutes, il faudrait que je sois plus ou moins par là-bas. Puis il y en a une autre qui va dire, est-ce que j'ai pas un caillou devant moi? Est-ce que j'ai pas un caillou devant moi? Est-ce que j'ai pas un caillou devant moi? Et tout ça va lui permettre en fait de progresser jusqu'à, dans 5 minutes, il faudrait que je sois par là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et il ne va pas falloir non plus qu'on ait une infinité de couches. C'est un petit peu le problème des comportements. Plus ça va, plus on complexifie le nombre de comportements, et moins on va s'en sortir. Et il faudrait éviter des influences entre les entrées-sorties de toutes ces couches. C'est-à-dire pour éviter en fait des boucles entre un comportement qui sortirait par rapport à une entrée, enfin bon, éviter des trucs qui tourneraient en boucle comme ça. Et ils ont sorti ça c'est, je sais pas pourquoi elle me casse ça. Donc ça c'est comme ça que ça aurait dû apparaître tout à l'heure. Et donc c'est ce fameux article qui va donner le démarrage de tout. C'est New Approach to Robotics, et qui va permettre en fait de lancer le mouvement vers la recherche de cette fameuse TLR. Et le principe il est là. On a un contrôleur qui va gérer des réflexes, et c'est lui qui gère les capteurs et les actionnaires. Et une fois qu'il est sorti en fait des modes de réflexe, il va créer des marqueurs de situation. Le séquenceur, lui, va comporter les différents comportements qu'on avait vus dans la couche précédente, et qui va créer en fait un séquencement dans ces comportements. Et va rentrer des marqueurs d'événements dans le planificateur. Et le planificateur, lui, il connaît les buts et les plans, et va redescendre des paramètres.
les paramètres qu'on va appeler des paramètres comportementaux au séquenceur qui va reboucler pour donner des variables d'état au contrôleur qui, lui, va donner les consignes aux actionneurs. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les architectures purement délibératives sont lentes. On l'a vu tout à l'heure. Je fais ça, puis après je fais ça, puis après je fais ça, puis après je fais ça. Et les commandes de type boucle ouverte ne peuvent réagir à la dynamique environnementale de façon trop lente. Les architectures purement réactives, en fait, sont rapides. Ils vont faire émerger les choses. Mais on a du mal à leur faire faire des trucs répétitifs et complexes. Et on essaye de faire une architecture hybride. Donc, voilà. Globalement. Après, d'autres voies de recherche, ça a été la logique floue. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on arrête de considérer le 0 et le 1, et on se dit, il y a des choses qui sont pas de l'ordre du binaire. Donc un mec qui fait 1m80, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit? Si t'es bidasse, tu dis à 1m79, 999, il est petit, et 1m80,01, il est grand. Et qu'est-ce que tu fais du 1m80, 000? Donc toute la logique de la logique floue, c'est de dire, en fait, on ne peut pas toujours raisonner en termes de c'est vrai, c'est faux. Il y a des choses qui sont ni parfaitement vraies, ni complètement fausses. Et plutôt que d'essayer de décrire l'ensemble des états internes d'un système complexe, pourquoi ne pas décrire en fait son comportement de façon externe? Et à ce moment-là, on prend les capteurs, on va essayer de les classer ces différentes entrées capteurs selon un processus qui va nous dire c'est plutôt moyen, c'est plutôt petit, c'est plutôt grand. Et puis on va créer des règles et des données dans un système expert qui vont nous dire on est plutôt dans un mode de fonctionnement en rattrapage, ou plutôt un mode de fonctionnement nominal. Et puis après, on va en déduire dans la dernière boîte, la boîte ici, on va en déduire ce qu'il faut effectivement envoyer aux actionnaires. Donc ça, c'est rapide, ça, c'est efficace. Si on a réglé effectivement les données de base, donc les données du système expert et les règles du système expert de façon fine, c'est très intéressant. Mais par contre, en fait, le problème de la logique floue, c'est que c'est bien sur un sujet donné, c'est bien dans un cadre donné avec un environnement donné, mais ça ne peut pas répondre à tout. Donc c'est intéressant pour une tâche particulière, on a du mal à faire de la logique floue générale, générique. Toujours parce qu'il nous faut des données et des règles qui nous permettent de déduire le comportement intéressant. Et les multi-agents, les multi-agents, c'est une problématique de mettre plusieurs robots dans le même environnement et d'essayer de les faire communiquer et d'essayer de faire en sorte que ces différents robots puissent partager à la fois les buts et une sorte de connaissance de l'environnement. Tu veux provoquer une urgence complètement. Tu la recherches. Dans ce cas-là, tu vas avoir du fait effectivement de plusieurs agents communiquant entre eux, des comportements différents. Carrément. En fait, le principe, c'est qu'une fois qu'on a réussi à faire de la collaboration, de la coopération, une fois que les robots vont pouvoir partager une image de l'environnement et des buts dans cet environnement, et ben on peut travailler avec les trois différents systèmes préalables, enfin, principalement la TLA. Chaque robot embarquant sa propre TLA va être capable après d'ensemencer le séquenceur, d'ensemencer
le planificateur de tout un tas de connaissances qui vont permettre de créer une sorte de société de robots avec une culture. Ils vont partager une sorte de culture. Donc voilà, on en est là. Et puis on attend que les processeurs soient suffisamment puissants pour être capables de simuler un esprit humain. Et puis là, on aura, comment ils appellent ça? Le Blueprint Project. Ouais, et on aura le... Non, mais le point, ils appellent ça la singularité. Singularité. Voilà. On aura la singularité, et puis là, on ne sait plus ce qu'on sera capable de faire ou pas capable de faire, ou si les robots nous toléreront dans leur environnement, ou pas. On verra bien. Bon, pour l'instant, on peut toujours encore les programmer. Peut-être que bientôt, ils ne se laisseront plus programmer. Détruire leur créateur. Bon, Terminator, tous les fantasmes qui vont derrière. Ouais. Il y a les trois, l'implémentation des 3 lois, elle est loin d'être évidente. Encore faudrait-il qu'il en ait quelque chose à faire. Donc ouais. Même s'il y a des pays comme la Corée qui prennent effectivement ça comme base de travail de façon très sérieuse. Il y a eu une sorte de constitution des robots qui a été faite en Corée. Effectivement, les 3 de la robotique en faisaient partie. Mais après, un problème pratique, c'est comment dire aux robots, par exemple, qu'il ne faut pas faire de mal à un humain. Enfin, il y a voilà, c'est quoi faire du mal. Il y a la notion du bien du mal qui n'est pas forcément évidente pour un robot, déjà que ça ne l'est pas forcément pour nous. Pour certains, il y a il y a plein de problématiques comme ça qui nous paraissent très simples à nous, mais qui ne sont pas du tout à implémenter dans des machines. Donc là, j'ai fait de la philosophie, donc j'espère pas vous avoir trop embêté. Maintenant, on va revenir un petit peu sur comment on fabrique un robot. Alors pour ça, comme souvent, on s'est beaucoup inspiré à la fois de comment on est fabriqué nous, et puis d'essence en fait qui nous manquent et qu'on a trouvé dans la nature, chez les animaux. Donc pour l'instant, on a trouvé chez nous la vision, l'audition, le toucher, au travers de corpuscules tactiles. Le goût et l'odorat, c'est des récepteurs chimiques qui tapissent la gorge, la langue, le nez et la horte. La horte parce qu'en fait, il y a un système de détection du sang et si ça va pas bien, il y a des mécanismes qui se mettent en route. Il y a les différents goûts, le salé, l'umami, le sucré, l'amer, l'acide et l'aigre. L'umami, c'est ce qu'on trouve dans les sous-bois. C'est ce qui est champignons, fromage. Donc voilà. L'équilibre, c'est l'oreille interne. La kinesthésie, c'est la position du corps qu'on ressent au travers de nos différentes jointures. Et c'est toujours par rapport à l'attraction terrestre. La thermoception et la nociception, c'est les sensations en fait de chaleur et de douleur. Et la sensation de faim et de satiété qui nous permet de savoir combien il nous faut de batterie encore et combien on en a encore pour pouvoir bouger. Donc voilà. Et les perceptions animales, on a trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes. L'électroception, c'est la capacité à détecter les champs électriques. Les poissons, l'ornithorynque est capable de faire ça. La magnétoception, la capacité à détecter des variations de champs magnétiques. Les oiseaux dans leur migration, les insectes, les cétacés. Des articles récents qui disent que chez les vaches aussi. Chez les vaches aussi, oui. Mais on est tous des cétacés. Et puis les colocations, la perception en fait, au travers de cris, d'ondes sonores, ce qui nous permet de savoir en fait où est-ce qu'on est. Certains aveugles sont capables de l'utiliser. C'est une extension, une grosse spécialisation. C'est en fait des aveugles, c'est des aveugles de naissance. Oui, il y avait un gars. C'est des aveugles de naissance qui développent ce sens
assez particulier. C'est un peu différent des chauves-souris et des cétacés, parce que les chauves-souris et les cétacés émettent des ondes. Émettent des ultrasons. Après, le mec crie. J'ai vu faire ça. Le mec crie et en fait il est capable, il envoie des petits clics, en fait il crie et il est capable d'en déduire globalement s'il y a quelque chose devant, pas devant, sur les côtés. On peut le faire avec un peu d'entraînement dans une cave par exemple. Ça m'est arrivé une cave sans lumière. Et quand on n'a pas de briquet, en fait, j'ai testé effectivement, pas en 3D, mais on perçoit qu'on est en train de dévier ce genre de choses. En montagne, c'est aussi une technique qui est utilisée quand il y a du brouillard pour savoir si on est près d'une paroi ou pas, pour situer si la paroi de gauche est plus proche que la paroi de droite quand on est en jour blanc ou quand vraiment des parois. Donc c'est il y a très moyen utile. de... Ça existe, ça se fait. Ouais, ça se fait, ouais. jusqu'à ce que tu cries trop fort et qu'il y ait une avalanche qui te tombe sur C'est plus ennuyeux. le problème. Donc voilà. Ça se déclenche rarement au son, les avalanches. Rarement dans les très gros sons. Et j'étais sûr qu'à un moment C'est ou un dans autre, vous Tintin, vous ça. diriez, mais t'es bien gentil, mais comment on met ça dans un robot? Et bien comment ça va fonctionner tout ça dans votre Mindstorm? Ben, on a des capteurs, vous les voyez. Je vous en ai présenté ceux qui sont venus un petit peu en avance, enfin, à l'heure, ont vu tout un tas de capteurs. Donc la brique Next va récupérer toutes les mesures physiques qui vont être faites par les capteurs. Et puis on va mettre un programme là-dedans. Et ce programme va être capable d'activer en fait des moteurs. Et on va récupérer une image de la rotation des 10 moteurs par des pulsations qu'on va être capable de compter. Donc globalement, il y a ici 360 petits... non, en fait on récupère 360 pulsations pour un tour. Donc il y a un tour par degré de pulsation, par degré de rotation. Excusez-moi. Ça va venir. Donc on va lui indiquer le nombre de degrés et lui il va écouter en fait jusqu'à ce que le nombre de pulsations soit en cohérence avec le nombre de degrés qu'on lui aura donné. Est-ce qu'il y a un retour d'infos sur cela? Est-ce que c'est de la position instantanée ou est-ce que c'est un ordre qui dit tu fais tant de degrés et tu t'arrêtes là? Je sais pas si tu... En fait, c'est ça qui devrait se passer souvent. Ça se passe souvent comme ça. Ouais. Mais en fait, de temps en temps, on en loupe une et c'est pas si précis que ça. Donc après, il y a des moyens de contourner et de lui demander de compter très précisément les trucs. Donc, soit on fait ça un peu à la louche et ça nous permet de tester, soit on veut être beaucoup plus précis et à ce moment-là, on prendra plus de temps. Enfin, on lui demandera de consacrer plus de temps à la gestion moteur. Donc, ça se fera au détriment de reste. Et dans ce cas-là, imaginons que quelque chose d'externe actionne ce moteur-là, tourne à la place de la commande. Vous savez comment il va faire. S'il n'y a pas de retour. Ah bah si, il y a un retour. Et on peut même utiliser les moteurs comme des potentiomètres. On peut utiliser les moteurs comme des potentiomètres. Mais si on veut être particulièrement précis dans le déplacement relatif du petit bout orange là, qui va faire la rotation, à ce moment-là, on va passer dans un mode qui va lui permettre de compter très précisément les pulsations. Si on se met dans un mode normal, on va être à 1 degré, 2 degrés, 3 degrés près. Si on se met dans un mode fin, on sera au degré près. Oui. T'as un mode asservi, un mode non asservi. Voilà, Ah c'est oui. ça, tout à fait. Les détecteurs. Non, ouais, c'est ça, vous êtes dehors. C'est des codeurs incrémentaux qui sont liés au moteur, donc on sait à quel degré Alors en on fait, est. on est en plein workshop, en pleine conférence, donc s'il y avait moyen de rappeler Non, c'est les d'ici, moteurs, peut-être une petite c'est demi-heure, ce serait plus facile. Voilà. Et c'est pas un numéro permanent en fait. C'est pas un Parce numéro que les permanent. moteurs pas à pas, c'est beaucoup Sinon, plus je peux, facile de savoir te où donner est-ce un qu'on autre est numéro de téléphone dans les pas. qui sera Justement. peut-être plus facile qu'un numéro de portable. Il n'y a pas besoin d'information, mais là, d'avoir c'est un une ligne retour puisque la commande est déjà le qu'on n'a pas en permanence. retour. Alors, je te dis 06. Alors au tout début, on a eu une brique orange et il y a un petit processeur 8 bits Motorola, 57. enfin
Enfin, voilà, À l'époque, c'est une petite- ça, c'est mis un Lego numéro était très content directement. de son C'est un coup, numéro mais groupé pour le tout de thème suite ça a quand été on est hacké sur la parce que résidence de la le gaieté. mec trouvait ça Mais génial on n'y de est pas pouvoir mettre systématiquement, effectivement. une Donc brique qu'on rappelle-moi pouvait sur ce numéro, programmer je dans sais les pas, Lego qu'on soit un peu connaissait dans la déjà. soirée, soit Et plus tard, je te en donnerai quelques semaines, soit ça a des été informations. complètement Avec ouvert. plaisir. Et ils ont commencé à développer des capteurs alternatifs, Ouais, pas de souci. des nouvelles façons, un Ouais, nouveau aucun firmware, souci. des langages de programmation. Aucun souci. Et là, Lego s'est dit, Minuit, mon Dieu, minuit et demi, mon sans Dieu, problème. c'est la catastrophe, Voilà. on a piqué, Allez, bonne on a soirée, à piqué tout à l'heure. toute ma propriété intellectuelle, c'est ignoble. Et puis en fait, ils se sont aperçus qu'ils vendaient plein de briques. Donc ils se sont dit, merde, c'est quand même assez intéressant. Et puis les boîtes qui se sont créées, parce qu'au début c'était des passionnés, puis après ils ont commencé à vendre des capteurs alternatifs qui tenaient la route, quoi. Donc ça commence à se développer, il y a un marché qui s'est créé, tout un écosystème autour des produits de Lego qui se sont créés, et là Lego il s'est dit, bah, écoute, j'en vends plein. Et puis il y a les boîtes qui sont vendues aux facs et au lycée. Et là Lego s'est dit, mais il n'y a pas pensé, mais c'est intéressant. Donc ils se sont dit, on va commencer à développer pour les facs et puis les lycées. Et finalement, ils ont sorti la nouvelle version qui, elle, est déjà de base, profite en fait de tout ce qui s'est passé sur la brique jaune, la RCX, et ils ont appelé ça le Next. Et donc, ils l'ont complètement ouvert. Ils ont ouvert le firmware en filant le code source. Ils ont ouvert le hardware en donnant le typon directement. Ils ont donné le typon. Le typon, en fait, c'est la façon dont sont connectés tous les composants. Si tu as le typon, tu sais comment interfacer, tu sais tout faire, en fait. Tu recomposes, en fait, la bête du démarrage. C'est le plan complet. C'est le plan complet. Ils ont tout filé. Ils ont dit, voilà, nous, on le fabrique, et tout ça, on vous le donne. Faites-en ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont développé du C, du C++, du Java, du Python, du Perl, Ada, Basic, Lisp, Perl, enfin TK, enfin de tout. De tout. Et Excusez-moi, elle est sortie quand cette brique? la brique Next en 2006. Et depuis, en fait, il y en a partout dans le monde. Il y a des concours de robotique au niveau mondial qui se font avec des Next. Il y a des équipes de la Coupe de robotique française là, qui font des robots en Lego. Enfin, on retrouve des Lego Mindstorm partout. Et puis, ils ne sont pas arrêtés là. En fait, ils ont construit une nouvelle gamme avec, comme je vous disais, des parties métalliques pour rigidifier des structures un petit peu grandes, des petits servomoteurs de type modélisme avec des interfaces qui permettent de les connecter directement au Next. Il y a tout un tas de trucs qui s'est développé autour. Et Lego, en fait, participe de ça en se disant, mais achetez-moi du Next, faites ce que vous voulez, développez des nouveaux capteurs. Moi, je me suis fait des capteurs avec des nunchuks de Wii, de Wiimote. Dès qu'il y a un peu d'I2C, on peut faire des trucs. On peut récupérer des choses qui fonctionnent en analogique et directement les interfacer. Enfin, on peut faire plein de choses. Et à chaque fois, ça leur fait vendre des boîtes. Donc, ils sont très contents. Donc, on peut faire des petits bras manipulateurs, des petits robots qui se baladent et qui récupèrent les babales, dont je vous ai montré des exemplaires là tout à l'heure. Le fameux marcheur à hula hoop. Un scorpion qui, quand on s'approche, nous envoie une petite pique en déployant en fait un système à échelle. Un joueur de foot, un lanceur de petites billes. Dès qu'il nous voit, en fait, il nous shoot. C'est un lama, comme dans Tintin. Quand on s'approche du lama, en fait, il nous envoie une bille. Donc là, c'est pareil comme le capitaine Haddock. Là, c'est le même avec des tracks, enfin avec des trucs de. Là, c'est un trieur rapide de billes. Donc en fait, il va être capable de savoir quelle couleur est la bille et de la mettre dans la bonne petite boîte. Là, c'est un alligator. Quand on s'approche, en fait, il essaye de nous niapper, il nous suit.
une fois qu'on s'est approché, il essaye de nous suivre et de nous mordre. Celui-là, c'est un marcheur un peu plus évolué. C'est la base en fait de celui qui est là celui qui a la brique William, et qui lui marche vraiment. Il ne fait pas du haut là-haut. Et puis il y a ça, c'est ce que Lego fournit comme petit modèle de base. Et puis il y a le solveur de Rubik's Cube. Il y a des gens qui ont développé des panneaux solaires et qui se branchent directement sur le Next pour faire des solar rovers. Il y a des gars qui ont développé des interfaces avec des téléphones portables et qui téléguident avec un deuxième portable en fait, directement avec l'accéléromètre du portable, le petit mobile. Il y a des marcheurs un petit peu plus évolués. Il y a des systèmes de type Segway, donc qui tiennent debout sur 2 roues et qui avancent debout directement. Il y a des solveurs de Sudoku directement. Il y a des systèmes holonomiques avec 3 roues en fait, et c'est la composante des trois moteurs qui permet de faire avancer le système, et ça glisse systématiquement. Il y a un mec qui s'est amusé à refaire le Johnny 5, je ne sais pas si vous vous souvenez du film. C'est le premier robot humanoïde qui est apparu dans un film, et de refaire un espèce de Johnny 5 qui est capable d'essayer d'agripper des trucs. Il y a des mecs qui mettent carrément des laptops en fait dans des structures de Lego et qui font en fait directement travailler un programme dans le laptop, et avec une petite caméra webcam, ils font de la reconnaissance de forme et utilisent le Lego comme un rover un peu sophistiqué. Voilà. Donc en fait, j'ai pas encore trouvé la limite à ça, à moins de se mettre à l'intérieur dedans, donc de mettre les 100 kg de barbac dans le truc, là ça va pas tenir, mais sinon je vois pas trop la limite, quoi. C'est impressionnant. Il y a des gars qui ont fait des petits avec des grandes roues qui sont vendues dans d'autres gammes Lego. En fait, ils ont fait des systèmes qui se baladent dans le quartier, qui font des tours de quartier avec des GPS, et qui sont capables d'éviter les voitures et de passer sur les trottoirs en fait. Donc de faire des tours de quartier comme ça pour le plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la brique Next? Il y a un microprocesseur ARM7, ce que vous avez quasiment tous dans les premiers smartphones. On a eu tous des ARM. Il y a un Bluetooth qui est capable de connecter un master et 3 slaves, ou un PC et 3 Next. On peut aussi se connecter avec un téléphone portable, ou j'en ai parlé tout à l'heure à ceux qui étaient là. On peut utiliser un petit transpondeur Next, un petit transpondeur GPS par Bluetooth. Au démarrage, on achetait ça parce qu'on n'avait pas ça dans les téléphones portables. Et de bricoler un petit peu la façon dont ça fonctionne, la fonction Bluetooth dans le Next, pour récupérer les messages en fait de position qui sont issus de ce petit module GPS. On a un port USB 2, on a 4 ports d'entrée, 3 ports de sortie, donc 3 moteurs, 4 capteurs. Vous avez vu aussi qu'il y a des multiplexeurs qui nous permettent de bypasser un peu le problème des 4 ports d'entrée. Un écran à cristaux liquides, un haut-parleur. Pour l'alimentation, on utilise 6 piles AA, tout simple, ou une batterie 9 volts commercialisée par Lego. La dimension c'est 10 cm par 7 cm sur 4 cm. On peut connecter 3 briques Next en même temps à une master. Et on peut utiliser les capteurs et les moteurs de l'ancienne gamme dans la nouvelle. Et il y a une interface RS485 qu'on peut configurer directement dans le port 4. C'est un bus série asynchrone professionnel. Donc on peut atteindre des kilomètres avec des portées.
Et on va programmer au travers de BrickXCC et NXC. Donc le Command Center est un environnement de développement sous Windows, mais on peut l'utiliser aussi sous Linux et sous Mac. Et ça permet de programmer en C. On peut installer, sans avoir installé tout le système, on peut installer un driver qui nous permet de faire la connectivité avec l'USB. Et après, c'est du C tout simple. Donc on a 4 boutons en face avant. Vous les voyez, c'est le gros orange, les 2 petits sur les côtés et le petit noir. Donc on peut au travers de procédures en fait récupérer les états. Donc on a plein de trucs, on a des capteurs, donc on a 4 capteurs. Donc on peut parfaitement travailler sur des modes de capteurs déjà prévus, donc le fameux capteur de contact, celui de luminosité, le capteur de niveau sonore. On a des procédures directement accessibles. On a le capteur de couleur qui est un petit peu plus complexe, qui nous permet de différencier entre le noir, le bleu, le vert, le jaune, le rouge, le blanc. Et on a tout un tas de procédures qui nous permettent de travailler. Donc vous voyez, c'est un peu complexe, mais c'est du C, quoi. Tout simple. Un télémètre à ultrasons, qui a un petit problème, comme tous les télémètres à ultrasons, c'est qu'il est sujet au multi-écho, à la perte d'écho, ou aux échos qu'on appelle fantômes, c'est-à-dire aux échos qui reviennent, quand bien même en fait il n'aurait pas dû revenir. Celui-là, il n'a rien à faire là. Donc en fait, l'écho bleu. Donc on peut le commander en one shot ou tout le temps. Des capteurs de température. On a un petit câble qui nous permet d'utiliser les anciens capteurs, un autre capteur de température, des capteurs de contact, des capteurs de luminosité, des capteurs de rotation. Celui-là est très intéressant. Ça permet d'avoir une image en fait de ce qui se passe sur un axe. Donc, comme on est souvent en train de faire tourner un axe pour avancer, ça permet d'avoir une consigne, un retour de consigne. Là, moi j'ai acheté des roues holonomiques, donc vous pourrez jouer avec. C'est des roues en fait qui tournent sur le pneu. Donc elles tournent selon leur axe et elles tournent selon le pneu. Ce qui permet en fait de ne jamais glisser. Enfin, de toujours glisser, de jamais accrocher. Donc c'est assez intéressant, on pourra faire des expérimentations avec. Ça permet en fait de faire des robots qui tournent très rapidement ou de faire une roue folle de façon très facile. Vous le voyez là-bas. En fait, on crée un caster de façon très directe en la mettant, et en fait ça tourne directement. On n'a plus besoin de se poser les questions d'axes de roue folle qui induisent des déplacements en fait qui ne sont pas fluides par rapport à l'axe de progression du robot. Et là le gars il s'est amusé avec des roues holonomiques à créer comme les capteurs, comme les systèmes martiens, vous voyez, avec un système en rocker bogie, et de créer ça en fait avec des roues holonomiques. Je sais pas trop à quoi ça peut servir, mais il y a des barjots qui jouent à ça. Pouvoir se garer tout droit. Hein? Pouvoir se garer directement tout droit. Ouais, pouvoir peut-être se garer tout droit ou pouvoir tourner directement sans se poser de questions. Mais en même temps, dès qu'il est un peu en pente, il va glisser le long de la pente. Donc c'est un peu ça le problème des roues holonomiques, c'est qu'à un moment ou un autre, il faut être capable d'arrêter le robot dans son mouvement. Commande moteur simple, on peut aller devant, reculer, freiner ou s'arrêter de façon simple. Donc vous voyez, il y a des petits états. On peut synchroniser des moteurs, c'est-à dire qu'on a 3 moteurs, donc on peut faire le A, le B, le C, le A et le B, le A, le B, le C, enfin on peut tout faire. Donc c'est du plus ou moins 100%. Et on peut donner une consigne en angle et travailler directement en mode PID.
a d'autres actionneurs qui sont une lampe. La lampe, elle peut être utilisée à la fois comme un capteur et comme un actionneur, sauf qu'elle ne renvoie pas de données. Donc c'est bien un actionneur au sens pur du terme. On peut à la fois jouer des sons qui sont contenus dans un fichier ou spécifier des sons en spécifiant directement la fréquence. On peut sortir du texte ou des nombres directement sur le LCD, et on a des routines qui permettent de dessiner des points, des lignes, des figures géométriques, et on peut même extraire une image et l'afficher. Ce sera en noir et blanc, pixelisé, mais c'est possible. Le problème, c'est qu'on ne peut pas rafraîchir facilement. Soit on efface tout, soit il faut qu'on recouvre la zone pour après pouvoir réafficher dessus, ce qui est pas terrible. Donc c'est jamais qu'un ARM 7, il ne faut pas lui demander non plus... Faire du traitement vidéo, quoi. On peut contrôler chaque pixel indépendamment, mais ça prend du temps. Donc il faut faire attention. On peut faire joli, hein. Il y a des mecs qui ont fait des Tetris, il y a des mecs qui ont fait des Space Invader directement sur le truc, mais après tu lui as bloqué toute sa capacité de travail, quoi. Donc, il faut déporter avec un petit portable éventuellement, ou un petit ordi. Ouais. Faut gérer en fait la puissance de calcul de l'ARM 7 de telle sorte que ça tienne le choc. Mais en même temps, un robot n'a pas forcément besoin, surtout un robot qui bouge, n'a pas forcément besoin d'une interface graphique très évoluée. Ou au moins pas pendant qu'il bouge. Donc on peut parfaitement avoir une interface graphique évoluée pour lui donner des ordres, et puis après le laisser travailler, et là il ne travaille plus au niveau du LCD, mais il va travailler au niveau de la commande moteur, de la récupération et de l'intelligence qu'il va développer. On peut travailler en multitâche avec des systèmes de mutex, de tâches donc, et puis le fameux main qui permet d'envoyer la procédure. C'est du C, quoi. C'est du C, voilà. C'est du C plus ou moins générique, il n'y a pas de sprintf, mais il y a 2-3 trucs comme ça. Effectivement, ouais, t'inquiète pas tout. T'as pas de récursivité non plus. Ah. Donc ça limite, mais c'est pas une limite du processeur, c'est une limite de puissance de calcul. Donc on pourrait parfaitement implémenter la récursivité, mais en fait ça tuerait complètement la capacité à en sortir, à en revenir. Donc en fait ce serait pas très intéressant. Donc ils l'ont pas fait. Mais ils y ont réfléchi. Et voilà, c'est fini. J'ai arrêté de vous emmerder. J'ai une question, parce que là, dans l'architecture effectivement des robots, tu peux parler peut-être du petit robot. Il y en a un qui est en train de voyager vers Mars, là, les robots qui explorent, sur la façon de... On leur donne de plus en plus d'autonomie, parce qu'il faut 40 minutes pour effectivement leur donner... leur dire, recevoir les informations et leur dire ce qu'il faut faire, c'est énorme. Donc l'idée, c'est de leur donner de plus en plus d'autonomie. Et c'est à eux de choisir, effectivement, donc ils vont se déplacer en fonction, et ça reprenait ce que tu disais, en fonction de leur tâche d'analyse à réaliser, ils ont un gestionnaire qui vont déterminer, ah bon, là c'est peut-être pas très intéressant, c'est le caillou, je le connais, donc je vais passer au suivant, et je vais sortir... Là, il faut que j'attende la j'attende téléopération, parce que je sais plus faire. Ouais. T'as plus de télé... Oui, donc je me démerde dans quelle architecture, ou est-ce que tu as entendu parler de quelles sont les architectures qui sont employées là-dedans? Je sais pas, je suis pas employé à la NASA. C'est tout simplement au Collège de France, je pense que vous regardez les cours là, sur la robotique au Collège de France. Je sais pas comment c'est. Justement, la dernière vidéo que j'ai regardée était typiquement ce que tu racontais, effectivement, sur la gestion des tâches, de plus en plus complexe, et comment on allait choisir le robot, comment il va choisir lui-même ses propres tâches en fonction de son environnement. Sur Collège de France. Le Next, tu peux faire des algorithmes d'apprentissage, genre réseau de neurones. Ouais, il y a des librairies en fait. Ouais. Le seul truc, c'est qu'il faut pas multiplier les couches, parce que sinon, en fait, tu mets le Next à genoux. Donc en fait, tu es obligé d'expérimenter un petit peu avant
Le principe, c'est d'expérimenter avant et de créer tes couches. En général, il y a 3 couches. Il y a la couche de vent, la couche qui répond, et puis après la couche qui va activer. Et les réseaux de neurones, ouais, il y a des expérimentations dessus. Est-ce qu'il y a des greffes avec des Arduino? On peut tout faire avec le Next. Je vous ai présenté une image en fait où il y a un PC directement dans un châssis fait à partir de. C'est plus simple encore. Tu mets directement le PC dans le robot. Et puis, Après, tu as une limitation de puissance sur les moteurs. Sur les moteurs, oui, mais tu peux en mettre deux en couplet, tu peux te débrouiller. Tu peux démultiplier avec des cours Certes, mais pour la limitation de puissance, elle est sur la batterie. Après, elle est sur la batterie du Next. Il y a une puissance maximale qui est tu délivrable. C'est clair. Mais bon, tout ça, ça gère, et le Next est parfaitement capable de gérer une autre batterie que celle livrée par Lego. Donc, si tu veux, tu peux bypasser aussi cette problématique-là. Le seul truc, c'est qu'après, les chipsets, il faudra le chip du truc, il va falloir faire attention. Mais globalement, oui. C'est du Lego, donc ça reste un jouet. Si tu veux faire du... Ouais, c'est Next. Ouais, il y a une RedRap. Une CNC aussi, j'ai vu. Ouais, une CNC aussi. Là, CNC, c'est compliqué. Autant la RedRap, je vois à peu près. Enfin, j'ai pas farfouillé plus loin, mais je vois à peu près que c'est gérable. Le CNC, je sais pas trop comment ils ont géré les efforts. Typiquement, c'est pour en fait graver dans de la matière. Ouais, ils ont fait toute la partie déplacement en tout cas. Après, effectivement, ils ont une Dremel pour le final. Pour faire le final. Parce que ça tient pas le choc. Mais c'est déjà sympathique. C'était Lamous, justement l'imprimante qui gravait dans la matière. C'était de la mousse de jardinage. Polyuréthane. Il y avait une lame en métal qui gravait effectivement. Et tout le restant c'était du Lego. Ouais, ça. Ils ont peut-être fait un mousse. Pas très costaud. Ouais. Ça gère les contraintes comme ça. Par le matériau en fait. Tu parlais d'un système de triage aussi. Alors j'avais vu un système de triage de pièces Lego. Oui, il y a des gens qui se sont posés les questions. Avec des tapis roulants, ils analysent la pièce, elle apparaît sur l'ordinateur et hop, il y a des systèmes de triage, mais pas simplement de la couleur, de la forme, du poids. Et ça c'est bien. Comment on pourrait faire la reconnaissance de forme? C'est possible. En fait, le capteur n'est pas suffisamment gérable. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est déporter l'intelligence embarquée dans la reconnaissance de forme dans un autre processeur. Et j'ai une petite caméra qui embarque un processeur que tu peux programmer et qui permet en fait après de renvoyer via I2C des états au Next. Après le Next, lui, gère le déplacement, gère le robot. Donc en fait, l'intelligence artificielle de la reconnaissance de forme est déportée dans un processeur qui va lui renvoyer les états selon ce que le Next lui aura demandé. En fait, c'est du déporté, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. J'ai acheté dans une autre boîte, en fait. C'est quand je parlais de l'écosystème Lego, en fait, c'est plein de boîtes. Plein de boîtes ont sorti des capteurs. Ouais. Donc voilà, ça c'est une petite caméra qu'on peut programmer et dont on peut changer le firmware. Et ce qui permet en fait de l'adapter aux différentes fonctions. Si tu veux lui demander de faire du suivi de ligne, tu as directement en fait dedans, dans le processeur qui est là, directement les routines qui permettent d'adresser en fait le processeur dans un mode de suivi de ligne. Je suis trop à gauche, je suis trop à droite, non, je suis dedans, est-ce que la ligne est morcelée ou pas morcelée, est-ce qu'elle est hachurée ou pas hachurée. Donc ça te permet en fait de programmer des comportements dans le Next. Et si tu veux faire de la reconnaissance de forme, en fait, tu lui remets un autre firmware dans lequel il y a les routines qui te permettent de faire de la reconnaissance de forme. Et si tu veux faire de la reconnaissance de couleur, en fait,
dedans, de base, il y a un petit truc qui te permet de savoir s'il y a une tache de couleur rouge devant toi. Si tu lui dis, dis-moi s'il y a du rouge devant moi, il va te dire, oui, je vois du rouge, et c'est dans mon écran, dans mon capteur, je le vois plutôt à gauche en haut, plutôt en bas à droite, et sinon, j'ai pas d'autre bleu, donc j'ai pas d'autre rouge, j'ai pas d'autre vert. T'as juste à programmer. En fait, tu programmes et tu fais de l'intelligence des portées. Et c'est tout le principe en fait de plein de capteurs. En fait, tu mets un petit processeur dedans, un petit PIC, un petit AVR, un petit ARM, en fait, qui va faire du travail pour le Next. Et après, charge au Next de mettre tout le fonctionnement dedans. Ouais. Et de gérer le comportement. Les fameuses roues autonomiques, c'est ça. C'est vachement rigolo. Ça tourne en fait tout seul autour de l'axe si tu veux faire passer ça. On peut en faire passer. Physiquement, c'est assez rigolo.